On est le fameux 4 novembre. Bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Ben, on a une mairesse à Montréal. On va parler de ça. Elle a 100 jours. Pendant ce temps-là, à New York, il y a des élections aujourd'hui aussi. Combien qu'on a donné à l'international depuis 10 ans? Vous allez pouvoir être surpris. Billie Eilish qui fait une sortie pour dire aux milliardaires de dépenser. Bon cop, bad cop au Canada. Qui sont ces deux protagonistes? La tulipe peut réouvrir, le prix du lait va augmenter. Choose France, on va parler de ça. 49% des Québécois vivent avec ce montant-là. On va parler de ça. L'économie va bien. On va jaser de ça. Le Bitcoin qui retombe. La bulle immobilière se déconfle. Ça fait drôle de parler de ça au Québec, hein? Mais c'est vrai pareil. On va parler de Berkshire Hathaway, les revenus de Shopify cette semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé le 4 novembre 1963? Les Canadiens français. Ça me gosse. Ce qui me gosse, vous voyez la machine en arrière d'espresso? Ça, c'est mon backup. Mais je roule sur le backup. J'ai pas de plan B dans la vie, pas de plan B en affaires, mais sur le café, je prends pas de chance. OK? Ma machine miel est encore brisée. Il faut que je fasse venir un technicien. Donc, bon, ben, écoutez, un autre 1000 piastres. Ah, les machines automatiques. Hein? Je sais pas ce qui se passe, mais moule pas le grain. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Encore une fois. Ben, écoutez, on a une nouvelle maire à Montréal. Ça n'a pas soulevé grands intérêts, puis pas tellement spectaculaire. Même son discours était assez plate. Hein? Soraya Martinez, j'espère que je l'appelle comme il faut. Ben, on va voir ce que ça va donner. Hein? Honnêtement, là, on a encore voté par dépit. Et c'est ça, Montréal, depuis que Coder est venu saccager la ville. On a voté Valérie Plante parce qu'on voulait pas Coder. On n'aimait tellement pas Coder dans la dernière campagne qu'on a voté encore pour Valérie Plante. Et là, Luc Rabouin a essayé, le pauvre curé, qui a essayé de se sortir. Il n'y avait pas de charisme, puis il s'est fait battre par quelqu'un qui n'avait pas plus. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, est-ce qu'on veut quelqu'un avec bien du charisme pour gérer la ville? Pas vraiment. On veut quelqu'un qui a du talent. Est-ce que Soraya Martinez va avoir du talent avec son équipe pour mettre de l'ordre dans la cabane? Et là, c'est beau de faire des pistes cyclables, là. Ça va coûter cher. Donc, il faut faire attention aussi avec les dépenses. Ils sont là maintenant. Il y en a trop vite. Ils sont tout le temps vides, à part Saint-Denis. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on va refermer à Montréal, le Mont-Royal? Qu'est-ce qu'on va faire vraiment? Et qu'est-ce qu'on va faire aussi pour réduire le temps pour avoir des permis? C'est ça, un des gros problèmes de Montréal, c'est le temps pour avoir des permis. Il va falloir voir. Donc, elle a son fameux 100 jours qu'on aime bien utiliser. Ça vient de Napoléon en 1815, ce que j'ai fouillé un peu, cette théorie-là de 100 jours. Et Theodore Roosevelt aussi, aux États-Unis, l'avait popularisé, si on veut. Donc, on va voir, Mark Cartney n'a rien fait en 100 jours, à part se promener à travers le monde, et surtout en Grande-Bretagne. Mais on va voir. Rabouin qui avait dit qu'il ne quittait pas. Tu sais, la pire chose à faire là, dans la vie, là, c'est de croire un politicien. Non, 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 je suis là pour le peuple. J'annonce que je quitte. Le peuple. Ben oui, tu quittes parce que c'est ça. Hein? T'as pas d'avenir. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Et t'as perdu. Donc voilà. Hein? Elle veut réduire quand même Soraya Martinez de 1000 fonctionnaires, mais ça va coûter des fonds de pension, ça va coûter des primes de séparation. Il y a bien des affaires à réparer de Valérie Plante. Et est-ce qu'elle va garder Fadi Daguerre, qui était le héros de Valérie Plante, qui n'a rien fait de spectaculaire, hein? À part que lui, il a du charisme et ça n'a rien donné. Donc, charisme et talent, ça peut donner quelque chose. Mais regardez, Justin Trudeau, beaucoup de charisme, peu de talent. Stephen Harper, zéro charisme, pas pire de talent. On s'en rend compte aujourd'hui. Hein? Soraya, justement, a dit « Montréal a choisi l'ambition. »
Non, Montréal a choisi ce qu'il y avait disponible sur la table. Là. À un moment donné, il faut que tu manges. Tu regardes, tu dis, bon, c'est ça que je vais manger à soir. C'est à peu près ça là, qui est arrivé. 35 de participation, c'est vraiment pas élevé. Vraiment pas élevé. Vite fait, hein, parce que là, vous l'avez lu un peu partout, mais tous les anciens ministres, donc si tu veux devenir maire d'une ville, tu t'en vas ministre au fédéral, et après ça, tu te fais réélire. Donc, André Laforêt, Bibeau, Stephen Blaney à Lévis, puis j'en ai oublié un. Boyer, il a été réélu à Laval. On n'entend pas parler de Laval. Ça va bien. Ça va bien. Fait que, ben, c'est ça. Moi aussi, ma mairesse est réélue. C'est la même qu'avant. Avant, elle était contre Daniel Bock, l'ancien maire de 16 ans. Donc, ça fait son deuxième mandat. Donc, nous autres aussi, on a une femme. En Notre-Dame-la-Paix. Hein? Myriam Cabana. Hey, pendant ce temps-là, on vient de finir nos élections, donc on va pouvoir passer à autre chose. Il y a des élections à New York et ça va être assez intéressant parce que le potentiel maire qui se présente et qui a des bonnes chances de gagner est tout ce que Trump n'est pas. Est-ce que New York est assez fou pour mettre ce gars-là au pouvoir? Il est de gauche en tabarnouche. Extrêmement de gauche. Mais les villes tournent à gauche. Autant qu'on veut, autant qu'on vote au provincial et au fédéral de plus en plus à droite. En tout cas, mondialement, pas au Québec encore. Là. Mais j'ai hâte de voir s'il s'appelle Zoran Mandani. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a des grosses choses aujourd'hui. Hein. Le budget fédéral, il y a lui. Donc, je vais me coucher tard. Je vais me coucher très, très tard pour suivre tout ce qui se passe. C'est le jour de budget, justement. Et on gratte qu'est-ce qui se passe un peu à l'international dans les dépenses actuelles. Depuis 10 ans, on a envoyé 74 milliards à l'étranger. Ah, il y en a eu à l'Ukraine, il y en a eu un peu partout, mais 74 milliards, c'est énorme. Là. Pour gérer ce 74 milliards-là, ça prend des fonctionnaires. On dépense 3 milliards par année. C'est pas juste on donne de l'argent, là, on met des fonctionnaires pour voir que l'argent est bien là. On va des fois sur le terrain. 74 milliards. Tu sais, équilibrer un budget, là, je ne dis pas de couper l'aide internationale, là, on est obligé d'en faire. T'sais. Mais à un moment donné, quand tu regardes un paquet de petites affaires, un petit peu d'abus, ça ne prend pas de temps que ça s'accumule à 1 milliard, à 2 milliards, et à 10 et à 100 milliards. Ça va très, très vite pour monter dans la grosseur de l'appareil qu'on a. Et je vous ai parlé en fin de semaine du Parkinson Law, hein, que chaque organisation tend à grandir parce que chaque subalterne veut bâtir son empire à l'intérieur même d'un empire entrepreneurial, entreprise. Donc, on voit que ça finit plus. Hein. La Ville de Montréal a eu la même chose, ça a ballonné totalement. Et que dire de la STM et des autres? J'ai hâte de voir, en parlant de STM, vous savez que la STM est composée d'élus. Donc, ça veut dire qu'il faut refaire un nouveau conseil d'administration d'élus qui vont tirer à couvert de leur bord. Il est temps qu'à la STM, on fasse un grand ménage sur le conseil d'administration et la gouvernance. Ça n'a pas de sens. Donc, techniquement, en ce moment, le conseil d'administration de la STM est caduque. Il faut le faire. Hein? Billie Eilish, cette chanteuse américaine qui a fait un speech, a dit « Là, les milliardaires, là, vous devez en faire plus pour la planète. » Tu sais, c'est facile, puis je vous montre souvent ici le tableau des milliardaires. Ils sont riches, on va se le dire, là. Je viens de sacrer, là, mais ils sont riches. Pas de doute avec ça. Là. Mais Elon Musk, qu'on voit sur le papier, qui vaut 494 milliards, n'a pas 494 milliards dans son compte de banque qui traîne. Il est riche. Très, 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 très riche. Mais il faut séparer la richesse sur papier de... Il ne peut pas mettre 495 milliards pour sauver la planète. Là. Et chacun sauve la planète ou a fait des avancées à sa façon qui est purement mercantile. Là. C'est facile, c'est toujours populiste devant un parquet de dire « Hey, les milliardaires, vous devez en faire plus. » Oui, tout le monde doit en faire plus. Tout le monde. Le gouvernement du Québec a essayé d'en faire beaucoup aussi en mettant une filière batterie qui a tout tombé à l'eau. La Chine, elle attend à la porte, elle vient de nous livrer des autos électriques. En faire plus aussi, c'est de laisser tomber un peu de barrières stupides comme celle-là. Je ne prends pas la défense des milliardaires, là. Pas du tout, pas du tout.
mais que chaque geste compte. Quand les États-Unis vendent des Ford F-150 en quantité industrielle, quel est le geste? Les Américains achètent des gros pick-up. Pourquoi? C'est plus ça qu'il faut aller voir. Quand on veut régler, ben oui, c'est populisme. Oui, on devrait le faire. Puis on va se mettre le gens de notre bord. C'est bien évident, là. Une évidence même. On va commencer par la base, encore une fois, là. Pourquoi les Américains achètent des gros pick-up? En parlant de pick-up, mais c'est pas un pick-up, Doug Ford en Ontario et Mark Carney, ça commence à ressembler au bon cop, bad cop. Puis ça, c'est une stratégie qui fonctionne assez bien aussi, là. Quelqu'un fout la merde, l'autre arrive pour la conciliation. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont parlé, que c'est ça, va foutre la merde, je vais arriver en arrière. Loin de là. Mais il reste que, même en affaires, ça fonctionne. Quand on était, Georges et moi, ensemble, j'ai souvent l'air bête qui disait non. Non, on peut pas faire ça. Ouais, on pourrait, mais ça va coûter. T'sais. Puis là, Georges passe en arrière, concilie la patente, et voilà. Des fois, on l'organisait, des fois, c'était pas organisé. Donc, c'est un peu ça qui se passe en ce moment avec Doug Ford et Mark Carney. Hein. Mark Carney qui s'excuse au nom de Doug Ford, il n'a pas à le faire. Doug Ford n'a pas à dire, il pourrait dire à Mark Carney, laisse-moi tranquille, moi, gérer ma province comme ça me tente. À un moment donné, j'en ai assez du gros orange l'autre bord, il a le droit aussi, là. On ne travaille pas pour Donald Trump. Donc, Ford a raison, et Mark Carney, ben, faut qu'il marche sur des œufs. Pour dire, gars, on s'excuse. Mais Trump les accepte pas parce que ça fait partie de sa négociation. Mais il reste que de plus en plus, on voit ça, bon cop, bad cop, avec Daniel Smith, Doug Ford et Mark Carney, puis tous les autres provinces, surtout le Québec, bon, on dit pas un mot. Hein? On va juste broyer. Donnez-nous de l'argent. Donnez-nous de l'argent supplémentaire. On veut de l'argent. On veut de l'argent, on veut de l'argent, on veut de l'argent. Et ça va bien à la radio au Québec. Hein? Il y avait Elisabeth Crête le week-end au 98.5. On la met dehors, on remplace par Denis Lévesque, un vieux de la vieille. Les codes d'écoute sont à baisse. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène Stéphane Gendron le lundi à Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay, je pense. Donc, il est là juste le lundi. Mais ça démontre quoi, tout ça? Ça démontre qu'il n'y a pas eu de relève. On a comme formé peut-être des nouvelles personnes dans un moule où on ne veut pas les entendre, où on est tanné de la radio, donc on est nostalgique. Stéphane Gendron qui se dit vieux de la vieille qu'à 57 ans, c'est son dernier tour de piste. J'ai 58. Je peux faire de la radio encore pendant 20 ans, si on me le demande. mais ils sont obligés de sortir des vieilles croûtes, là. T'sais? Des gens qu'on ne voyait plus, qui avaient pris comme leur retraite, là. Quand même. On ne réussit pas à se renouveler. La radio n'a pas réussi à se renouveler. Regardez, j'ai rien contre ça, mais qui est à la radio encore? Peter McLeod. Rien de mal, puis c'est tant mieux, là. Véronique Cloutier. Depuis toujours. On n'est pas capable de former des étoiles qui montent puis dire oh my God, OK, faut y faire de la place. Elisabeth Crête méritait sa place, c'est juste les codes d'écoute n'étaient pas là. Les gens ne voulaient pas l'écouter. Peut-être, c'est méchant à ce point-là, parce que j'aime beaucoup la fille qui elle vient souvent au débatteur et je la trouve particulièrement bonne, bien préparée, mais quand ça passe pas, ça passe pas. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de radio. On veut entendre les anciennes voix, puis on ne s'associe pas aux nouvelles. Ça veut-tu dire que la clientèle de la radio est vieille? Je n'ai pas les chiffres au complet, mais il faut se poser des questions. Chaque nouvelle tête d'affiche ne réussit pas à percer. Tu sais, on parle de faire notre part. Tu sais, Billie Eilish qui dit aux milliardaires, donnez plus d'argent. J'ouvre la presse, je lis ça. OK, parfait, je le note, je vous en parle. J'ouvre la presse, j'arrive dans le cahier automobile. Et qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui? Un Lincoln Navigator avec un QX, surtout lui, puis on le compare avec le QX80 de Lincoln, de Infiniti. Rien comme ça.
Mais faire notre part, ça commence par les journaux aussi, en nous éduquant, en nous présentant pas une pub. Je sais qu'ils sont payés pour ça. Je sais que ça rapporte de l'argent. Mais à un moment donné, tu peux pas avoir des vertus nobles, puis nous présenter un Lincoln Navigator. Là. En passant, je n'ai déjà loué un il y a très longtemps, euh, aux États-Unis. Quand j'allais en Floride régulièrement, puis on avait 6-7 enfants à traîner. Là. 4 enfants. Non, 6 enfants, plus 3 adultes. Donc, j'avais loué ça un super extended. Là. Euh, et c'est vrai que c'est confort. Un gros bateau, là. T'sais. Mais sincèrement, faites votre part. Nous présentez-nous pas ça, là. Ils ont le droit d'exister, bien évidemment, mais est-ce que la presse doit être collaborateur de ça? Ben non. Après ça, elle ne peut pas nous faire la morale dans un autre article. Là. Elle accepte de l'argent à côté pour nous faire la morale avec un autre. Pour moi, ça, c'est un gros non. Là. T'sais. À un moment donné, même le président de la presse, regarde, nous autres, là, c'est ça qu'on veut faire, et ça ne fera plus partie de nos pages. Faut que tu sois fier à un moment donné. Faut que tu sois logique. La logique aussi a prévalu. Le théâtre La Tulipe qui peut réouvrir. C'est sûr que le voisin qui causait du trouble qui avait fait fermer ça à cause d'un règlement stupide pour voir si on pouvait fermer La Tulipe. Tu achètes un condo à côté d'un théâtre, puis après ça, tu te demandes de le fermer. Il faut le faire en maudit. Puis la Cour avait accepté ça, imaginez-vous. Là, la Cour l'a rendu caduque parce que le règlement a changé entre-temps. Mais c'est sûr qu'il n'a pas dit son dernier mot. Là. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour causer du trouble. C'est ça, le propriétaire à côté. Là. En tout cas, ils peuvent ouvrir et ils peuvent faire du bruit. Hey, moi, je t'inviterais un groupe d'effet métal en partant. Est-ce que vous buvez du lait? Je suis dû pour aller l'acheter chez Costco, là, du lait. Ou je ne sais pas si je vais prendre du naturel. Je veux goûter au Fairlife. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté celui-là. Le prix du lait en 2021, l'augmentation de 8,49 en 2022, 2,5 en 2023, 4,7 et là en 2026, j'ai pas eu 2024-2025, mais là, ils vont avoir une augmentation de 2,3. Puis là, ils vont me dire, ben oui, mais ça couvre à peine l'inflation. C'est normal, c'est correct. T'sais. Je vous laisse ça de même. On va en reparler dans quelques minutes. Avec ce que l'OCDE a dit, mais il reste que c'est le fun d'être dans une industrie où systématiquement tu peux augmenter tes prix. Sans problème. C'est parfait, ils ont le droit. Est-ce que toutes les entreprises ont ce luxe-là d'augmenter leurs prix pour attirer de la clientèle nouvelle? C'est ça, il faut toujours regarder par rapport à ceux qui ne sont pas sous la gestion de l'offre. Est-ce qu'ils ont le luxe, ces gens-là? C'est ça qu'il faut voir. Hein? Achetez canadien, achetez québécois, achetez dans votre municipalité. L'achat local a sa place. Imaginez-vous qu'on ferait une campagne ici. Choose Québec! Je le mets ici parce que France vient de donner des statistiques sur l'approche Choose France. Ils exagèrent, nos cousins français. Hein? Ils exagèrent un tout petit peu. Petite affaire de rien. Là, t'sais. Toute petite affaire. Toute petite affaire. Et ça, c'est pas drôle. Une nouvelle statistique qui est sortie. 49% des Québécois sont à 200 $ de l'insolvabilité. On vit de paye en paye. Pourquoi? Ben, le coût de la vie, bien évidemment. C'est en partant ça, mais c'est sûr que si on utilise cette statistique-là, puis on dit, bon, on doit augmenter les salaires minimum, le salaire minimum, ben, et pourtant, il y a eu beaucoup d'augmentation au Québec. Mais quand même, 49% vivent de paye en paye, sont à 200 $ de l'insolvabilité. Il va falloir se poser des questions par rapport à ça et l'éducation financière qu'on fait dès le plus jeune âge. Comment gérer un budget? Comment faire attention? Comment ne pas être le voisin gonflable? Comment accepter que les coups durs peuvent venir?
Il faut prévoir. Comment forcer l'épargne? Pourtant, on le faisait quand on était jeune avec le petit cahier d'épargne des jardins, là. On apprenait ça quand on était jeune. On a comme laissé tomber ça. Puis là, on apprend qu'en 2025, 49% des Québécois sont à 200 de l'insolvabilité. 49, c'est 1 sur 2, là. C'est énorme. Ça veut pas dire qu'ils vont faire faillite, là. Ça veut dire que c'est serré, là. Est-ce que l'économie va bien? Bien, la bourse a bien été encore. Des hauts et des bas. Mais il reste que le Magnificent Seven a rapporté des chiffres exceptionnels. Il y en a qui ont été battus, comme Meta, qui a mangé une petite volée la semaine passée, mais qui remonte cette semaine. C'est normal parce qu'ils ont pris une charge extraordinaire de 16 milliards d'un coup qui a fait affecter sur les 18 milliards de profits. Donc 16 milliards répartis, les gens ont dit « Oh, OK, des mauvais résultats. » Mais ça va rebondir le prochain trimestre, à moins qu'il y ait autre chose, là. Mais il reste, c'est le reste, hein? Les autres entreprises ne vont pas si bien que ça. Autant si bien. On va se le dire comme ça. Et surtout que là, on nage dans le flou aux États-Unis. À cause du blocage financier qui se passe aux États-Unis, il y a bien des gens qui ne travaillent pas. Donc, les données de septembre sur le PIB ne sont pas sorties. Est-ce que ça va bien ou ça ne va pas bien? Bien entendu, octobre n'est pas sorti non plus. Donc, ça fait 2 mois qu'on n'a pas de données financières sur l'économie américaine. Donc, on se fie qu'aux entreprises et ce qu'on rapporte. Mais on n'a pas de big picture de ce qui se passe au complet. Est-ce qu'on s'en va en récession? Est-ce qu'il y a eu un ralentissement? Comment vont les ventes de détail? Des choses qui nous permettent, comme investisseurs, de comprendre vers où on va. Qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a pas ça pantoute. On l'a ici. On l'a pas aux États-Unis. Il reste que, il faut se le dire, l'intelligence artificielle a des impacts. Des impacts sur la réduction de la main-d'œuvre. Il faut l'accepter. C'est ça. On le voit partout, 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 partout. On pense réduire la main-d'œuvre avec l'intelligence artificielle. On annonce des grandes coupures. Amazon l'a annoncé. Et Amazon se présente encore, c'est spectaculaire parce que j'en ai parlé souvent, comme le plus grand start-up au monde. Il fonctionne comme un start-up. Toujours fier du premier client, d'un client comme si c'était le premier. Toujours à l'avant-garde pour s'assurer de garder une profitabilité. Profitabilité pour des meilleurs prix en partant. Deuxième, les actionnaires. C'est ça une mentalité de start-up. Tu veux que tes clients soient contents. Et c'est pour ça qu'on y retourne à Amazon. Les prix, la livraison rapide. Et pourquoi vous revenez chez nous? Les prix, la livraison rapide. On ne compare pas à Amazon. J'ai 475 produits, c'est rien. C'est des produits qu'on fait chez nous. On livre rapidement, on a des bons prix. Hey, on va aller voir un petit peu de graphique. Petite affaire de graphique. Dollar canadien qui est à la baisse, 71,16. On va voir après le budget. Il va aller où le dollar parce qu'il va avoir un impact. Le Bitcoin, hein, j'en parle à chaque jour, il essaye. Il essaye en maudit depuis un mois de monter, mais si vous voyez, la tendance est vers le bas. Là. Il fait des soubresauts. Là, il est à 107 000. Il essaye, il monte jusqu'à 110, 115. Pouf, il redescend. On dirait qu'il y a un plancher vers 107 à peu près. Que s'il décroche vers là, d'après moi, il pourrait tomber de beaucoup. Mais encore là, il y a des gens qui pensent que ça va à 175 000, d'autres qui pensent que ça va à 13 millions, d'autres qui pensent que c'est peut-être on a atteint le maximum de ce que le Bitcoin pouvait nous donner en ce moment avec les nouvelles qu'on a. Ça va prendre des nouvelles. Tu sais, il a monté là. C'est OK, parfait, mais là, après ça, on est là parce qu'on investit massivement. Mais les investisseurs sont frileux, là. S'ils voient que ça ne rapporte pas, ils vont en revendre. Puis, on l'a vu là, au mois d'octobre, que l'argent qui a été ressorti des fonds comme IBIT, comme ETHA. Donc, les gens sont un peu plus frileux et ils disent « Ouais, je vais retirer mon argent un petit peu. » Donc, il y a moins d'entrée d'argent. Donc, il y a moins d'achats. Et il y a de l'insécurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant? Et maintenant, que vais-je faire? Toudou, toudou. C'est spectaculaire de lire les journaux à travers le Canada. La bulle immobilière se dégonfle.
Pendant ce temps-là, moi ici, je viens de recevoir mon nouveau rôle financier, foncier, et ma maison a doublé, plus que doublé en 6 ans. Quand j'ai acheté ici, la maison avait une valorisation, je vais vous le dire, pas grave, vous pouvez le vérifier de toute façon. 1 905 000. C'est rendu à 4,2 millions. Pendant ce temps-là, partout, là, on a une baisse à peu près de 3,5 à travers le Canada. Et normalement, lorsqu'une bulle se dégonfle, c'est l'arrivée du bull market en même temps. Donc, du bear market. Donc, le marché se replie parce que les gens achètent moins, puis ils font moins de flips, moins d'argent, moins intéressés par la bourse. Les gens qui achètent une maison ont moins d'argent pour investir ailleurs. Donc, c'est exactement ce qui se passe. La bulle immobilière est descendue de 3,5 au Canada. Il y a des, à Vancouver, Toronto, plein de logements vacants. Des terrains où on a arrêté de construire, des terrains où on n'a pas commencé à construire. Pendant ce temps-là, ici, à Montréal, on a une crise du logement. Causée par qui? Par Valérie Plante. Une des choses que Soraya Martinez veut laisser tomber, c'est le 20-20-20. Ça s'appresse. Que ce soit fait aujourd'hui. Faut qu'elle annonce ça cette semaine. Regardez, on laisse tomber. Là. Et là, on va s'attaquer vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que c'est monté jusqu'à 541 jours pour avoir un permis à Montréal? La proportion des gens qui avaient une maison dans leur actif, c'est de passer de 42 à 39,8 les investissements, quand même, en bourse ont monté à 25 Les gens délaissent la maison pour aller vers la bourse pour le moment. Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que, statistiquement, quand la bulle immobilière se dégonfle, le marché boursier se dégonfle aussi. Mais pas à Montréal, pas à Montréal. Fait qu'on va-tu payer le prix quand ça va arriver? L'Organisation de commerce et de développement économique, l'OCDE, exactement, l'OCDE, est très critique, vient de sortir un article sur la gestion de l'offre au Canada. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça tue l'innovation et ça coûte cher pour rien. Pas moi qui le dis, là. Si on a du lait là, aujourd'hui protéiné, là, comme Natrel, celui que j'ai montré souvent, là, ça vient de où, ça? Ça vient des États-Unis, avec le lait Fairlife. C'est pas ici au Canada qu'on aurait pu innover alors qu'on est des champions. On a toute la technologie. C'est Fairlife qui est arrivé avec ça, qui appartient à Coca-Cola maintenant. C'est ça. Ça tue l'innovation. On ne fait pas tant d'innovation dans le lait. On attend. Et là, quand la concurrence arrive, on est quand même protégé par la concurrence, donc on a le temps de se revirer de bord en regardant ce que la concurrence fait. On n'a pas des précurseurs. Et ça coûte cher. Ça coûte cher en subvention. Quand on dit que le gouvernement américain subventionne ses producteurs laitiers sont sursubventionnés. Pour moi qui le dit, c'est l'OCDE. Par rapport à ce qui se passe internationalement. On ne fait rien, là. Des rapports parmi d'autres rapports, là. C'est notre régie interne. C'est juste que ça nous empêche aux exportations. La moyenne d'export du prix laitier pour rentrer ici, c'est 233 Donc, c'est ce qu'on se fait imposer quand on va à l'extérieur aussi. Berkshire Hathaway, hein? Warren Buffett a pris sa retraite. Mais l'action va monter quand même parce qu'ils ont eu la réunion, la grande réunion d'Omaha samedi. Eux autres, ils rapportent leurs chiffres le samedi, c'est bizarre. Mais ça va bien. L'action va bien. Le marché dans lequel ils sont va bien. Donc, ils ont augmenté leur revenu de 17 et leur profitabilité de 33 On ne parle pas d'une petite compagnie, là. On parle d'une compagnie qui vaut quand même un trilliard. C'est petit par rapport à Nvidia quand tu y penses, là. Et juste donner la grandeur aussi, ils ont l'équivalent de 381 milliards en cash. Ça a monté de 50 milliards dans le dernier trimestre. Ils ont du cash. Ils ont de l'argent. Ils attendent.
Donc, c'est sûr que s'il y a un gros crash, parce que je l'ai parlé plusieurs fois, quand il y a un crash, mettons que ça débarque de 20 dans les 2 années qui suivent, on a un rendement moyen dans l'historique dans les 56 dernières années de 21 par année. Donc, c'est sûr que Berkshire doit avoir quelques cibles. Il peut attendre 1 an ou 2 ans. Donc, au lieu de prendre le risque d'être investi à la bourse et d'avoir tout l'argent puis ne pas être capable d'en bénéficier, bien, ils ont tellement de cash que lorsqu'ils vont avoir un repli sur des bonnes compagnies, bien, ils vont pouvoir en acheter en quantité industrielle. Donc, soyez pas surpris que si un crash de 20 30 à un moment donné, que Berkshire se mette à acheter en enragé. Ils ont l'argent pour ça, ils n'attendent que ça. Mais ça, c'est le luxe des grandes compagnies qui se peuvent permettre d'attendre. Regardez, malgré le fait qu'ils ont 381 milliards en cash, ils ont une augmentation des revenus de 17 et de profitabilité de 33 Ils peuvent se permettre d'avoir un coussin pour faire des grandes acquisitions. Ils en font, là, des petites pinottes. Là. Ils n'ont pas racheté d'actions non plus dans le dernier trimestre. Ils pourraient en acheter. Là. Ils doivent trouver probablement leur action trop chère s'ils n'ont pas fait ça. Hein. Hey, cette semaine, on a Shopify qui va rapporter ses données aussi. Earning, c'est aujourd'hui qu'ils vont rapporter ça, eux autres? Shopify qui vaut un petit 225 milliards. C'est rendu petit quand tu regardes Nvidia. Hein? Ben ça, c'est year-to-date. Shopify qui dépasse la Banque Royale. Il y a toujours qui va dépasser la Banque Royale. Shopify va bien. On va voir si les ventes vont continuer d'augmenter. Si le commerce en ligne va bien, Shopify va bien, parce que ça va de soi. Ils ont fait un deal avec OpenAI, mais il n'y a pas encore de retombées par rapport à ça. Les gens pensent que ça va bien aller. Hein? L'action monte, mais toutes les compagnies sans exception, mais ça prend une exception là, hein, pour confirmer la règle, mais avant les autres compagnies qui ont battu la Banque Royale, au point de vue de valorisation au Québec, au Canada, tu as eu BlackBerry, Nortel, Valéant. C'est pas un bon track record, hein? Marche-tu, ça? Oui, OK. Je pense avoir pesé 5 boutons. Insolite. Bon, vous aimez ça, suivre les trends sur TikTok? Vous aimez ça, être bien? Bien, il y a un nouveau trend qui dit, si tu veux dire à ton corps de relaxer, il faut que tu prennes ta douche dans le noir. Voilà. Tu prends ta douche dans le noir, ça va dire à ton corps, relax. Donc, tu fermes les lumières. Ferme les lumières. Sortez-vous le soir? Moi, je ne sors plus. Là. Toujours détesté sortir tard en plus. Mais les données des taxis confirment que les gens arrivent dans les bars à minuit. Avant, c'était 11 heures. Avant la pandémie, là, c'est rendu minuit. Ils sortent tard. Pelaille, que c'est plus pour moi, ça. Et pelaille, que je peux pas imaginer qu'un jour, j'ai déjà eu cette vie-là, de sortir d'un bar, entendre de la musique, puis, espérer rencontrer quelqu'un. Et pelaille, content d'être ailleurs. On s'en va le 4, en terminant le 4 novembre 1963. Et je vous amène sur un article, Complexe d'infériorité des Canadiens français. Tous les Canadiens français veulent apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce qu'à constatation pertinente, les Canadiens français ont un certain complexe d'infériorité vis-à-vis des anglophones et parce qu'ils croient que celui qui parle anglais sans accent est plus intelligent et plus apte à réussir que dans la société que celui qui parle français avec un accent canadien. Complexe d'infériorité. C'est peut-être pour ça qu'il y a bien des chants de Tremblay au Québec. C'est un professeur de langue anglaise du séminaire du Québec, M. John Hare. Et on parlait, regardez quand même, je ne lirai pas au complet, là. Des enquêtes ajoutent, M. Hare, que les effets du bilinguisme sur l'intelligence ont révélé que le bilingue est nettement plus intelligent que l'unilingue. Mais on remarque que le Canadien français bilingue sont portés à s'assimiler à l'élément anglais. Cependant, lorsqu'on demande au cours de l'enquête si on considérait les anglophones plus intelligents, donc on me reproche de lever, mais qu'est-ce qu'il y avait aussi?
Tout le monde va apprendre l'anglais, que partout dans les magasins et les restaurants, on insistait à le servir en anglais malgré les tentatives de parler en français. C'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau du tout, du tout, du tout, là. L'assimilation, qu'on est en train de perdre le français, ça, c'est en 1963 qu'on est en train de perdre le français. Est-ce qu'on le perd? On l'a perdu depuis 1963. Je pense qu'on a fait beaucoup de gains. Hein? Ça a pris des lois, mais c'est le même discours que partout. C'est comme des grèves. Hein? Peu importe à quel moment j'ouvre le journal, il y a toujours une grève de la STM ou d'Hydro-Québec. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye, bonne journée.